La mort du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, marque un tournant majeur dans la situation géopolitique du Moyen-Orient. Selon plusieurs confirmations officielles relayées par des sources iraniennes et américaines, le dirigeant qui exerçait l'autorité suprême sur la République islamique depuis 37 ans a été tué samedi matin lors d'une frappe aérienne israélienne menée à Téhéran. L'attaque visait son complexe résidentiel situé au centre de la capitale iranienne. Les missiles ont frappé le site vers 7 heures du matin, heure locale, détruisant une grande partie du bâtiment où se trouvait le dirigeant. La télévision d'État iranienne a indiqué que le guide suprême se trouvait dans son bureau au moment de l'impact et qu'il poursuivait ses fonctions officielles lorsqu'il a été tué. Cette frappe ne constitue toutefois que la première phase d'une opération militaire d'ampleur exceptionnelle. Selon les autorités américaines, l'opération a été baptisée Epic Fury. Elle a été coordonnée entre les forces américaines et l'armée israélienne et visait non seulement la direction politique iranienne, mais aussi l'ensemble de la structure militaire et stratégique de la République islamique. Dans les premières heures de l'offensive, plusieurs hauts responsables des gardiens de la révolution, des responsables du programme nucléaire iranien, ainsi que des dirigeants liés au programme de missiles et aux services de renseignement ont été tués lors de frappes simultanées. L'opération a été annoncée publiquement par le président américain Donald Trump dans une vidéo publiée à 2 heures du matin, heure de la côte est des États-Unis, sur le réseau Truth Social. Dans ce message d'environ 8 minutes, le président a déclaré que l'objectif de l'opération était d'empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire et de neutraliser les infrastructures militaires stratégiques du pays. Il a également adressé un message direct aux forces armées iraniennes, leur demandant de se rendre pour éviter une escalade militaire plus large. Aucun discours officiel devant le Congrès ou la nation n'a précédé l'annonce de l'opération. Dans le même temps, Israël menait sa propre offensive, baptisée Roaring Lion. Selon des responsables militaires, plus de 200 avions de combat israéliens ont participé à l'attaque initiale. Des missiles de croisière Tomahawk ont également été tirés depuis des destroyers de la marine américaine stationnés dans la région. Les forces américaines ont déployé des chasseurs furtifs F-35 ainsi que des drones kamikazes à usage unique utilisés à grande échelle pour la première fois dans un conflit de cette intensité. Les frappes ont visé simultanément des cibles réparties dans 24 provinces iraniennes. Les installations touchées incluent des infrastructures militaires, des centres de production de missiles et des sites liés au programme nucléaire iranien. Les premières analyses satellitaires montrent que plusieurs complexes industriels, situés notamment à Ispahan, centre majeur de production de missiles, ont subi des destructions massives. Des explosions ont également été signalées dans plusieurs villes iraniennes où des installations militaires ou stratégiques étaient présentes. Selon le Pentagone, plus de 500 cibles ont été frappées lors de la première vague d'attaques. Parmi elles figurent des bâtiments du ministère iranien de la Défense, des installations du ministère du Renseignement, le siège de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, ainsi que le complexe militaire de Parchin. Ce site est considéré depuis longtemps par plusieurs agences de renseignement occidentales comme un lieu où l'Iran aurait mené des recherches liées à la militarisation de son programme nucléaire. Les autorités iraniennes ont rapidement annoncé un bilan humain provisoire. Le Croissant Rouge iranien a indiqué que plus de 200 personnes avaient été tuées ou blessées dans les premières heures suivant les bombardements. Dans la ville de Manab, située dans le sud du pays, une école primaire a été touchée lors d'une frappe qui a causé la mort d'au moins 51 personnes selon les médias d'État. Les circonstances exactes de cet incident restent incertaines. Il n'est pas établi si l'établissement scolaire a été directement visé ou s'il a été atteint par l'explosion d'une cible militaire située à proximité. Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a qualifié l'opération Epic Fury de l'opération aérienne la plus létale, la plus complexe et la plus précise jamais menée. L'ampleur logistique de l'offensive illustre l'importance des moyens engagés. 2 groupes aéronavals américains, centrés autour des porte-avions USS Gerald R. Ford et USS Abraham Lincoln, ont fourni un soutien aérien. Des chasseurs F-22 ont été déployés vers Israël, tandis que des avions ravitailleurs KC-135 et KC-46 ont permis d'assurer des opérations aériennes continues. Dans les heures qui ont suivi la mort du guide suprême iranien et les premières frappes massives, la situation dans la région a rapidement évolué. Les autorités iraniennes ont confirmé officiellement la disparition de leurs dirigeants et ont déclaré une période de deuil national. Dans leur déclaration publique, les responsables iraniens ont présenté la mort de l'ayatollah comme un acte de martyr et ont promis une réponse militaire. Ces événements interviennent alors que, quelques jours auparavant seulement, des négociations diplomatiques semblaient progresser entre l'Iran et les États-Unis.
Le 27 février, l'émissaire américain Steve Witkoff et Jared Kushner participaient à Genève à des discussions avec des représentants iraniens sur le programme nucléaire. Selon plusieurs sources diplomatiques, un accord était envisagé concernant la limitation des stocks d'uranium enrichi et un renforcement des inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Moins de 24 heures après ces discussions, la situation a radicalement changé avec le lancement de l'opération militaire conjointe. Selon des responsables américains, les services de renseignement des États-Unis et d'Israël auraient identifié une opportunité stratégique. Plusieurs dirigeants majeurs du régime iranien, dont le guide suprême, se trouvaient au même endroit, au même moment, dans le complexe résidentiel de Téhéran. La décision d'agir immédiatement aurait été prise afin de frapper la direction du régime avant qu'elle ne puisse se disperser ou se protéger. Cette stratégie, décrite par certains responsables comme une opération de décapitation, visait à éliminer le commandement central iranien en une seule action coordonnée. La mort de l'ayatollah Ali Khamenei et la destruction de nombreuses infrastructures militaires iraniennes marquent ainsi le début d'une phase nouvelle et extrêmement instable dans les relations entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Les premières heures qui ont suivi l'opération montrent que le conflit dépasse déjà le cadre d'une frappe ponctuelle et pourrait entraîner une transformation profonde de l'équilibre stratégique au Moyen-Orient. Dans les heures qui ont suivi les frappes américaines et israéliennes, la réaction de l'Iran a transformé une opération militaire ciblée en un affrontement régional. Les forces du corps des gardiens de la révolution islamique ont lancé ce qui est décrit par plusieurs responsables militaires comme la plus vaste attaque de missiles balistiques et de drones jamais menée au Moyen-Orient. Les frappes n'ont pas visé uniquement Israël. Selon plusieurs sources militaires et gouvernementales, l'Iran a ciblé 27 installations militaires américaines réparties dans plusieurs pays de la région. Les premières alertes ont été signalées au Qatar, où la base aérienne d'Al-Udeid, siège avancé du commandement central américain et site où sont stationnés plus de 10 000 militaires américains, a été visée par des missiles balistiques. Des explosions ont été entendues autour de la base. Les systèmes de défense aérienne ont intercepté une grande partie des projectiles, mais des débris sont retombés sur des infrastructures militaires, endommageant notamment une installation radar utilisée pour les communications sécurisées. À Bahreïn, où se trouve le quartier général de la 5e flotte de la marine américaine, plusieurs drones ont été détectés au-dessus de la zone portuaire. Des témoins ont indiqué qu'un drone de type Shahed s'est écrasé dans un immeuble résidentiel proche de la base navale, provoquant un incendie important. Les autorités locales ont confirmé des dégâts matériels dans le quartier et l'ouverture d'une enquête sur les circonstances exactes de l'impact. Au Koweït, la base d'Ali Al-Salem, qui constitue le principal centre logistique de transport aérien des forces américaines dans la région, a également été visée par des missiles. Les systèmes de défense ont intercepté plusieurs projectiles. Un drone a néanmoins frappé une zone proche de l'aéroport international de Koweït, endommageant des installations civiles et entraînant la suspension temporaire des vols commerciaux. Les Émirats arabes unis ont également signalé des incidents liés à l'interception de missiles iraniens. À Abu Dhabi, la chute de débris provenant d'un projectile intercepté a causé la mort d'une personne. À Dubaï, des fragments de missiles et de drones abattus ont provoqué plusieurs incendies, notamment sur l'île artificielle de Palm Jumeirah. Les autorités locales ont indiqué que 2 personnes ont été blessées lorsque des débris sont tombés sur des habitations. L'aéroport international de Dubaï, qui accueille le plus grand trafic international de passagers au monde, a signalé des perturbations importantes dans ces opérations. Les compagnies aériennes ont rapidement pris des mesures d'urgence. Emirates a suspendu temporairement certains vols, tandis que Qatar Airways a immobilisé une partie de sa flotte pendant plusieurs heures. La compagnie israélienne El Al a annoncé la suspension de la vente de billets jusqu'au 21 mars afin de donner la priorité au rapatriement des citoyens israéliens se trouvant à l'étranger. Les autorités européennes de l'aviation ont publié un bulletin de sécurité recommandant aux compagnies d'éviter l'espace aérien au-dessus de Bahreïn, de l'Iran, de l'Irak, d'Israël, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, d'Oman, du Qatar, des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite. Cette recommandation couvre pratiquement l'ensemble de l'espace aérien du Moyen-Orient, rendant les itinéraires commerciaux particulièrement difficiles dans la région. L'attaque iranienne ne s'est pas limitée aux installations américaines. En Israël, un missile a frappé une zone centrale de Tel Aviv samedi soir. Selon les services d'urgence israéliens, une femme d'une quarantaine d'années a été tuée. Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti à plusieurs reprises dans le centre du pays, ainsi que dans certaines zones de Cisjordanie.
Les systèmes de défense antimissiles Iron Dome et David Sling ont été activés pour intercepter les projectiles. Parallèlement, l'espace aérien de plusieurs pays est devenu un théâtre d'interception militaire. L'Irak a annoncé que ses systèmes de défense ont abattu 49 drones et missiles au-dessus de son territoire alors qu'il se dirigeait vers des installations américaines situées à Erbil, capitale de la région autonome du Kurdistan irakien. La Jordanie a signalé des interceptions similaires au-dessus de son espace aérien. Les autorités des Émirats arabes unis ont indiqué que leur système de défense avait intercepté 137 missiles balistiques et 209 drones au cours de la seule journée de samedi. Au total, 346 menaces aériennes ont été enregistrées en moins de 24 heures dans l'ensemble de la région. Dans un communiqué officiel, les gardiens de la révolution ont affirmé avoir lancé 6 vagues successives d'attaques de missiles et de drones. Les autorités iraniennes ont annoncé que ces opérations visaient des installations militaires américaines et israéliennes, mais certaines explosions signalées dans la région ont également touché des infrastructures civiles ou des zones urbaines. Le conflit s'étend désormais à plusieurs pays du Moyen-Orient qui ne sont pas directement partis à l'offensive initiale, mais qui accueillent des installations militaires américaines. Les gouvernements régionaux ont été contraints d'activer leur système de défense aérienne et de mettre leurs forces armées en état d'alerte maximale. Ces développements militaires interviennent alors que la tension reste extrêmement élevée et que les frappes se poursuivent dans plusieurs zones de la région. Les autorités iraniennes ont déclaré que leurs opérations de représailles ne sont pas terminées et qu'elles continueront tant que les attaques contre l'Iran se poursuivront. Au-delà des opérations militaires, la crise provoquée par les frappes contre l'Iran et la mort du guide suprême a rapidement eu des répercussions économiques et politiques à l'échelle mondiale. L'un des développements les plus significatifs concerne le détroit d'Ormuz, passage maritime stratégique reliant le golfe Persique à l'océan Indien. Large d'environ 22 milles nautiques à son point le plus étroit, ce corridor maritime constitue l'une des principales routes énergétiques de la planète. Environ 20 millions de barils de pétrole y transitent chaque jour, soit près de 20% du commerce mondial de pétrole transporté par voie maritime. Une part importante des exportations mondiales de gaz naturel liquéfié emprunte également cette voie. Peu après le début des frappes et la riposte iranienne, plusieurs navires traversant le détroit ont signalé avoir reçu des avertissements radio provenant des forces navales des gardiens de la Révolution. Les messages demandaient aux bâtiments commerciaux de ne plus traverser la zone jusqu'à nouvel ordre. Certaines compagnies maritimes ont immédiatement modifié leurs itinéraires. D'autres navires ont poursuivi leur route avant d'être approchés par des vedettes de patrouille iraniennes. Selon la plateforme internationale de suivi maritime Marine Traffic, le trafic de navires dans le détroit d'Ormuz a chuté d'environ 70% dans les 12 heures suivant ces avertissements. Cette réduction brutale du trafic a immédiatement suscité des inquiétudes sur les marchés de l'énergie. Les analystes rappellent que les capacités de transport alternatives permettant d'éviter le détroit restent limitées. Les oléoducs reliant certains ports du golfe Persique à la mer Rouge ou à d'autres points d'exportation ne peuvent absorber qu'une fraction des volumes habituellement transportés par voie maritime. Les marchés pétroliers étaient fermés au moment des premières frappes. Le baril de Brent avait terminé la séance de vendredi à environ 73 $. Plusieurs analystes du secteur énergétique prévoient une hausse significative des prix lors de la réouverture des marchés asiatiques. Certains estiment qu'une hausse immédiate de 5 à 10 $ par baril est possible si les perturbations dans le détroit se poursuivent. Des projections évoquent également la possibilité d'un baril dépassant 80 $ à court terme, voire davantage si les restrictions de navigation se prolongent. Les pays fortement dépendants du pétrole du Golfe suivent la situation avec inquiétude. La Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde importent une part importante de leur pétrole brut via le détroit d'Ormuz. Une perturbation durable de cette route maritime pourrait entraîner une forte volatilité sur les marchés de l'énergie et des conséquences économiques plus larges. Les experts soulignent que l'absence de capacité de production excédentaire ailleurs dans le monde rend difficile le remplacement rapide des volumes transitant par cette zone. Les répercussions économiques ne se limitent pas au secteur pétrolier. Les compagnies d'assurance maritime ont commencé à réévaluer les risques liés aux routes commerciales du golfe Persique. Plusieurs assureurs ont annoncé une augmentation des primes pour les navires opérant dans la région. Certaines entreprises de transport maritime envisagent de détourner leurs navires vers des itinéraires plus longs autour de l'Afrique, ce qui allongerait les délais de livraison et augmenterait les coûts logistiques. Dans les centres économiques du Golfe, les autorités surveillent également l'évolution de la situation sécuritaire.
À Dubaï, des explosions liées à l'interception de missiles et à la chute de débris ont été signalées pour la deuxième journée consécutive. Les autorités locales ont indiqué que les dégâts proviennent principalement de fragments de drones et de missiles interceptés par les systèmes de défense aérienne. Sur le plan politique, les conséquences de la mort du guide suprême iranien soulèvent également des questions sur l'avenir du pouvoir à Téhéran. Le gouvernement iranien a annoncé qu'une période de 40 jours de deuil national serait observée. Dans les déclarations officielles, les dirigeants iraniens présentent la mort du chef de l'État comme un acte de martyr et promettent de poursuivre la confrontation avec les responsables des frappes. Selon la constitution iranienne, la désignation d'un nouveau guide suprême relève de l'Assemblée des experts, un organe religieux chargé de choisir le successeur. Le processus peut prendre plusieurs jours ou plusieurs semaines. Les observateurs estiment que cette transition pourrait provoquer des tensions internes entre différentes factions du pouvoir, notamment entre les responsables religieux et les dirigeants du corps des gardiens de la Révolution. Pendant ce temps, la décision américaine de lancer l'opération militaire sans autorisation formelle du Congrès suscite des débats politiques à Washington. Plusieurs responsables démocrates ont critiqué l'intervention, estimant qu'elle dépasse les pouvoirs constitutionnels de l'exécutif. Certains élus républicains ont également exprimé des préoccupations concernant les risques d'escalade et les conséquences pour les forces américaines stationnées dans la région. Au niveau international, les réactions sont partagées. Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré soutenir les efforts visant à empêcher l'Iran d'acquérir des armes nucléaires. D'autres gouvernements ont exprimé leur inquiétude face à l'extension du conflit. La Norvège, Oman et le Pakistan ont dénoncé les frappes comme une violation du droit international. Lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies, le secrétaire général Antonio Guterres a estimé qu'une opportunité de règlement diplomatique avait été perdue. Le président français Emmanuel Macron a averti que la situation pouvait avoir de graves conséquences pour la sécurité internationale. Plusieurs pays européens ont appelé à la désescalade et à la reprise du dialogue diplomatique. 72 heures après le début de l'opération militaire, la situation reste extrêmement volatile. L'Iran a déclaré que les installations militaires américaines dans la région constituent désormais des cibles légitimes. Les frappes et les interceptions de missiles continuent d'être signalées dans plusieurs pays du Moyen-Orient. La mort du dirigeant iranien, l'ampleur des opérations militaires menées par les États-Unis et Israël et la riposte iranienne ont profondément modifié l'équilibre stratégique régional. Les marchés de l'énergie, les routes commerciales et la sécurité de nombreux pays sont désormais affectés par une crise qui continue d'évoluer. Pour suivre l'évolution de cette situation internationale majeure et les prochaines décisions politiques et militaires, abonnez-vous à notre chaîne et restez informés de nos prochaines éditions.